Au-delà des passions politiques et de la réalité conjoncturelle, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, instruits ou non alphabétisés venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans cette émission consacrée aux grands acteurs du développement, nous racontons leur histoire. Dans ce numéro de Médine, nous parlons d'environnement, d'économie et d'éthique. Nous brosserons également l'actualité cinéma au Mali. À ce sujet, nous recevons sur le plateau Omar Sinenta, scénariste, réalisateur, CEO de O Entertainment Studio, cofondateur de la plateforme Kouroukanfou. Omar, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Parlez-nous brièvement de Kouroukanfou. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Donc, Kouroukanfou.com est une plateforme de vidéos à la demande. Donc, nous avons des films, des séries, des documentaires et des spectacles, de la comédie et beaucoup de vidéos sur la plateforme. Donc, en simplement créant un compte là-dessus, vous pourrez regarder toutes ces vidéos-là et vous pourrez ainsi supporter, accompagner beaucoup de nos créateurs qui ont des productions de qualité et qui n'arrivent pas à les montrer au public. Kébé, c'est très important ce qu'il vient de dire. En quoi de telles initiatives peuvent apporter une valeur ajoutée au cinéma malien? On a eu le temps de le répéter au cours des émissions précédentes en disant qu'il faudrait que nos acteurs du développement profitent un peu du dividende des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, dans le domaine du cinéma, Kouroukanfou.com peut être justement un élément qui peut permettre à ces acteurs-là, comme il a dit, de montrer déjà ce qu'ils savent faire. Mais en termes de chiffres, je pense qu'il va peut-être revenir là-dessus. Aujourd'hui, si c'est la zone ouest africaine qui est visée, c'est quand même un public de 120 millions de personnes, de locuteurs francophones, qui peuvent voir à la fois des films maliens, que des films béninois, que des films togolais, que des films burkinabés. Donc aujourd'hui, oui, ça va permettre de contrebalancer aussi, je pense, cet envahissement qui est beaucoup décrié d'un certain nombre de productions qui ne sont pas forcément des productions africaines. Merci Kébé. Omar, je voudrais évoquer à ce sujet un aspect très important avec vous. Les vidéos à la demande évoluent de manière exponentielle sur d'autres cieux. En quoi Kouroukanfou peut aider le marché malien du cinéma? D'abord, Kouroukanfou, à la différence de beaucoup de plateformes, s'est spécialisé dans le contenu africain francophone, qui n'est pas très bien exposé actuellement. Il se trouve que les plateformes internationales les plus grosses ne s'intéressent pas généralement beaucoup à l'Afrique. Et les plateformes africaines qui viennent généralement des pays anglophones ne s'intéressent pas non plus beaucoup à l'Afrique francophone. Donc c'est un espace qui nous est totalement libre. Et pourtant, nous avons énormément de production. Donc il est nécessaire pour nous de développer cela pour permettre aux productions ouest-africaines d'être visibles, à la fois d'abord pour ceux qui habitent sur ces territoires-là, parce qu'il est très difficile de voir des films quand on est par exemple à Ségou, quand on est à Bobo, quand on est à Saint-Louis. Généralement, les salles sont concentrées dans les capitales des pays. Mais avec cette plateforme, et maintenant surtout avec le lancement de notre application, vous pourrez très facilement sur votre téléphone portable ou sur Internet ou sur tout autre écran connecté à Internet, où que vous soyez dans n'importe quel territoire, regarder les films produits par des Africains à côté de chez vous et qui parlent de vos réalités. Alors Kébé, quelle peut être la valeur ajoutée de cette plateforme sur le marché du cinéma malien particulièrement? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir en la matière? Bien entendu, Kouroukanfou aujourd'hui a un modèle économique qui devrait permettre à ces acteurs du cinéma justement de bénéficier de leur production, parce que pour ce que j'en sais, chacune des vidéos est rémunérée au vu. Donc bien sûr qu'il y a des opportunités à saisir et j'espère que les cinéastes vont accourir parce que la plateforme aussi aura besoin d'avoir des productions. Plus il y aura de productions, plus elle aura la capacité de vivre facilement. Merci Kébé. Omar, à présent, je vous invite à suivre un reportage qui a pour vocation d'attirer l'attention du grand public sur un phénomène qu'on appelle la problématique des eaux usées.
L'assainissement est un concept qui implique à la fois la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets, qu'ils soient liquides ou solides. Son avantage est de protéger et d'améliorer la santé humaine en brisant le cycle de transmission des maladies hybrides. Aussi bien que les déchets solides, les déchets liquides, notamment les eaux usées, ont besoin d'une bonne gestion. La problématique des eaux usées à Bamako comme au Mali est suffisamment connue. Ça fait les nids aux moustiques qui sont les vecteurs par l'anophèle du paludisme. Donc, ce qui fait que le paludisme est devenu une endémie dans notre pays. Au-delà de la dégradation de notre environnement, les eaux usées ont également des impacts sanitaires non négligeables. Le fleuve est la source d'une insalubrité ambiante avec son corollaire de nids de mouches, de moustiques et de microbes vecteurs de nombreuses maladies, notamment le paludisme. Le paludisme, dans sa forme la plus grave qui est le neuropaludisme, qu'on appelle souvent l'accès pernicieux chez les jeunes personnes, c'est une forme de paludisme qui va entraîner des convulsions chez les enfants, qui se trouve généralement quand les enfants font une très forte fièvre, qui peut entraîner des conséquences psychologiques, même dans le fonctionnement même posturaire, donc post-crise de l'enfant. Et dans certains cas, on peut carrément perdre l'enfant. Parfois, il y a des formes compliquées de la fièvre typhoïde qui peuvent entraîner ce que nous appelons la perforation typhique, c'est-à-dire c'est les anses qui se trouvent trouées par les germes, en tout cas de la fièvre typhoïde, qui peut entraîner une infection plus large au niveau de l'abdomen, avec le gonflement de l'abdomen, et parfois c'est très difficile de gérer. Les eaux usées favorisent bien d'autres maladies par le péril fécal, en l'occurrence la diarrhée et la fièvre typhoïde. La solution pour y remédier passe par l'implication de tous les acteurs de la société. Apporter des réponses idoines face à ce problème consiste à anticiper de nombreux autres dangers sanitaires. Pour résoudre la question, il est évident qu'il faut un engagement de tous et de chacun autour des autorités pour non seulement curer les caniveaux, déblayer un peu les rues, parce que les eaux usées ne sont pas que dans les caniveaux, c'est dans les rues sous forme d'eau stagnante, donc les gratter, mais aussi faire des caniveaux beaucoup plus larges pour que l'eau puisse circuler. La gestion des eaux usées ne saurait être une fatalité. La solution à la matière passe par divers niveaux, notamment à l'échelle locale avec la prise de conscience des populations, au niveau communal avec une plus grande responsabilité des collectivités, et enfin à l'échelle nationale avec des mesures et politiques volontaristes des gouvernants alliant prévention et sanctions. De retour sur le plateau après ce reportage environnement, Kébé, réaction à chaud sur cet élément. Un élément qui nous dit que l'humain est souvent responsable de son propre malheur, parce que les eaux usées, c'est d'abord nous-mêmes, et les conséquences, comme l'a dit le médecin, c'est notre propre santé qui en pâtit. Donc c'est bien dommage. Et je pense qu'il y a un travail à faire de sensibilisation. Il y a une activité à faire au niveau de la communication là, que nous puissions développer beaucoup de techniques de communication pour le changement de comportement, de sorte à ce que les populations puissent savoir que leur action aujourd'hui en jetant des déchets dans les caniveaux qui ne sont pas faits pour, en oubliant les poubelles, peut demain avoir des répercussions sur leur propre santé. Il faut peut-être maintenant, si vous me permettez, saluer les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, le ministère de la Santé et celui de la Communication, avec la mise en place de structures en charge justement de la communication pour le développement, l'ANCD et le CNIEX, qui travaillent justement à sensibiliser les populations sur ces questions-là. On va en revenir. Oumar, en tant que cinéaste, il est évident que vous avez une responsabilité en ce qui concerne la conscientisation des populations. En quoi le cinéma peut faire changer cette donne au Mali? Si on regarde l'histoire de ce qui s'est passé dans le cinéma au Mali, ici particulièrement, des grands films qui ont été faits et qui ont permis de faire l'éveil de conscience, notamment à la période des mouvements démocratiques à la fin des années 90, il est évident que le cinéma a un apport essentiel dans la conscientisation des gens, surtout vu le contexte dans lequel on est. Un peu de patriotisme aussi environnemental ne ferait pas de mal. Mais également,
vu que je suis membre d'une communauté, on va dire, technologique qui essaie de prendre la technologie pour résoudre des problèmes, il se trouve qu'il y a beaucoup de technologies existantes qui pourraient permettre également de résoudre cela et développées par des Maliens, notamment des technologies de traitement d'eau qui ont été faites à l'IPR et ailleurs, qui pourraient permettre d'assainir nos eaux et de fournir de l'eau potable aux gens de manière régulière. Mais au-delà, est-ce que il y a des productions spécifiquement sur la question de l'assainissement au Mali? Un film, un long métrage, un court métrage, des documentaires? Alors, ceci va nous ramener à la difficulté de faire des films actuellement. Tout va dans ce sens-là. Il n'y a pas de film spécifique à cet instant dont je pourrais vous parler qui parle d'environnement, mais c'est clairement un sujet sur lequel les acteurs du cinéma peuvent travailler pour produire des éléments et faire une conscientisation des gens. Merci. Kébé, vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, vous avez évoqué le CNIEX, vous avez parlé de l'ANCD, des structures qui ont pour vocation de travailler à un changement de comportement au Mali. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui sur cette question? C'est des structures qui essaient tant bien que mal justement de fonctionner. Il y a une grosse expérience avec ces deux structures-là qui existent depuis les années 90, pour l'ANCD surtout, et qui aujourd'hui, encore une fois pour l'ANCD, essaie de vraiment mettre en place et appliquer la politique pour le changement de comportement. C'est surtout la politique pour la communication, pour le développement. Je pense que l'année dernière, en 2018, ce document a été revu à la lumière de toutes les nouvelles technologies qui accompagnent la communication. Et il faut croire qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'actions qui ont pu avoir des impacts. Je prends le cas ou l'exemple sur la lutte contre le sida. Ces deux structures ont beaucoup travaillé à sensibiliser le PALU. Pas plus tard que maintenant, on a des campagnes de vaccination qui sont accompagnées par ces structures. Donc, il y a vraiment de l'action qui se fait, il y a vraiment de la sensibilisation qui se fait, il y a de la communication stratégique pour que le Malien puisse adopter d'autres comportements dans le bonheur ou pour le bonheur des Maliens eux-mêmes. Oumar, je voudrais déjà m'intéresser avec vous sur le modèle économique de Kouroukanfou. Parce que nous avons constaté que c'est une inscription gratuite. Alors, comment rentabiliser tous les investissements qui seront faits? Alors, l'inscription gratuite commence à partir du mois d'octobre avec le lancement des applications à la fois sur iOS et Android. Ce que nous avons constaté en fait, c'est qu'il y a un grand engouement sur la plateforme, mais l'obligation de payer un abonnement mensuel réfrénait beaucoup. Donc on a décidé, parce que notre objectif principal c'est de montrer nos vidéos pour que les gens sachent que nous travaillons et que nous avons des contenus, de passer sur un modèle gratuit pendant un certain nombre de temps pour permettre aux gens de voir nos vidéos. Alors évidemment, on va essayer de rentabiliser un peu ces nombres de vues avec un peu de publicité. Mais l'objectif principal, c'est vraiment permettre au maximum de gens de voir nos contenus et de se rendre compte qu'il y a énormément de productions qui se font en Afrique. Alors Kébé, il a parlé de publicité. Je voudrais demander aux communicants que tu es, quelles astuces Kouroukanfou peut utiliser aujourd'hui pour rentabiliser ou monnayer le travail qu'il fait? Bon, avant les astuces, peut-être qu'il faut avoir des arguments. Le premier argument, c'est le taux de fréquentation du site, ou de la plateforme, ou le taux de téléchargement de l'application. Si Kouroukanfou aujourd'hui nous dit qu'il est à 1 million ou à 2 millions de vues journaliers, je pense que les annonceurs vont venir. Et de ce que je sais, la plateforme n'est pas loin de ça. Donc, c'est aujourd'hui trouver le moyen d'approcher un certain nombre d'annonceurs en leur disant voici une plateforme aujourd'hui qui concentre au niveau de la sous-région 1 million de personnes qui sont là tous les jours à venir regarder des films. Une dernière question, Kébé. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le cinéma malien bat de l'aile. Il y a de belles choses qui se font, il y a des initiatives volontaristes qui se mettent en œuvre, mais le cinéma malien est encore à la traîne. Alors, est-ce que cette plateforme peut aider le cinéma malien à briller encore mieux et plus haut? Je vais essayer d'avoir une déduction logique. On ne fait pas du cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion dans ce métier, mais on ne vit pas de sa passion. Si on a des jeunes cinéastes aujourd'hui qui s'essayent à ce métier-là et que derrière, il n'y a pas de rentabilité, demain, ils vont passer à autre chose.
Donc, si Kouroukanfou permet à ces entreprises-là, cinématographiques, d'avoir un revenu, ces entreprises vont continuer de créer du contenu. Ça, c'est un premier niveau. La deuxième chose, c'est qu'une plateforme qui permet, je l'ai dit tantôt, c'est des chiffres que moi je donne, mais M. Sinenta pourra corriger cela. Si on dit à un cinéaste qu'aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de toucher 1 million de personnes, il passera des mois et des mois ici dans des salles sans avoir 1 million de personnes. Donc, honnêtement, je pense que la plateforme doit pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Maintenant, le petit bémol qu'on peut mettre, c'est de savoir quelle est la qualité qu'on offre aux populations. La qualité aussi est liée malheureusement au financement. La question du financement, pour le membre du bureau de l'UNCM que nous avons avec nous, la question du financement est un gros problème au Mali. Le cinéma ne bénéficie pas comme on le souhaiterait de financement. Je sais qu'il y a des structures en charge qui essaient de faire un maximum, mais ce n'est pas évident. Si vous regardez aujourd'hui la loi qui a été adoptée en 2017 pour le fonds d'appui au cinéma, la loi a été adoptée, mais on sait que le fonds est encore à la recherche de fonds. Donc, les cinéastes sont un peu impatients par rapport à cela. Mais seulement, il y a beaucoup de volonté dans ce métier. Pour tout ce qu'on a pu approcher, on sait qu'il y a de l'envie et c'est les personnes qui sont habituées au système D. Mais est-ce que le système D permet de faire la qualité qui peut rivaliser avec la sous-région? C'est toute la question. Alors, Omar, je reviens sur Kouroukanfou. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la matérialisation de ce projet? Alors, il y a beaucoup de défis, notamment, d'abord, le premier et le plus important, c'est d'avoir accès au contenu. Malgré le fait que nous produisions beaucoup, les critères que nous avons mis pour avoir de la qualité nous limitent en termes d'accès à un certain nombre de contenus. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, il est évidemment technique et technologique. Mettre en place une plateforme de streaming n'est pas chose aisée. Nous voyons que même en d'autres lieux, ils mettent énormément d'argent, énormément de moyens à développer cela. Avec nos maigres moyens ici et sans vraiment beaucoup d'aide, nous avons réussi à mettre la plateforme en place, à développer les applications et nous espérons que le résultat venant avec l'engouement qui sera, on espère, autour de la plateforme, nous aurons plus de moyens pour évidemment améliorer et investir plus en termes de recherche et développement sur la plateforme. Omar, vous l'avez dit, vous êtes de ceux qui estiment que les nouvelles technologies peuvent apporter des solutions à tous nos problèmes. À Médine, nous partageons cette conviction, comme d'autres personnes. Selon le Fonds monétaire international, la capacité fiscale du Mali entre 2010 et 2015 était estimée à 13,2% du PIB. Cette marge de recouvrement des recettes s'explique par l'absence de suffisance fiscale, mais aussi le manque de moyens technologiques à la disposition des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. Censé représenter les intérêts des populations. C'est faisant, comme toute cité, il faut nécessairement que les populations nous soutiennent. Donc il faudrait nécessairement que les populations acceptent de payer les taxes. Pour apporter une solution, la société Nouvelle Technologie Africaine NTA a initié un moyen de paiement électronique des impôts et des taxes appelé CalisPay. On a déployé une plateforme d'enrôlement et de paiement. C'est les deux plateformes, c'est d'enrôlement et de paiement. Et nous avons décidé en plus d'apporter quand même une nouvelle révolution dans ce domaine, c'est de bannir l'espèce au marché, dans les autogares, pour les paiements des taxes. C'est vraiment bannir l'espèce. Il n'y a pas de paiement espèce. Les paiements se feront par les moyens, par la banque ou par les e-money. Chaque année, les services chargés du recouvrement des impôts et taxes, comme la douane et les impôts, enregistrent d'énormes pertes à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. Un constat assez général pour les services d'assiette auxquels la mairie du district de Bamako, chargée du recouvrement de certains impôts et taxes, n'échappe pas. Effectivement, de revoir cette évasion fiscale et voir concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire pour recouvrer, épargner, puisque le départ existe au Mali et à Bamako particulièrement. C'est dans ce sens-là qu'on avait déjà informatisé les systèmes de recouvrement avec IS. IS, c'est e-service dans le cadre d'informatiser les recouvrements et au marché, et des baux, et de la TDL, et de la taxe de voirie, et l'ensemble des taxes d'une manière générale que la mairie est censée recouvrer, surtout quand nous sommes pratiquement
à plus de 3 millions d'habitants aujourd'hui. Une équation est donc là à résoudre. Il faudrait d'une part améliorer le civisme fiscal, mais aussi et surtout susciter l'amélioration des recettes à travers un système informatisé. C'est pourquoi la mairie du district, qui a d'ailleurs scellé un partenariat avec NTA Technologies, estime que la solution digitale proposée par cette société pourrait apporter une réponse aux fraudes et évasions fiscales dont les recettes de l'hôtel de ville souffrent. Nous l'espérons. Nous l'espérons parce que l'État, à l'époque, avait beaucoup de difficultés. Si l'un des gages du civisme fiscal reste la bonne gestion et la transparence, la solution de paiement électronique proposée par la société NTA se veut rassurante, crédible et participative de la confiance entre contribuables et l'administration. Car avec cette solution, les recettes ne circuleront plus entre les mains. Nous n'allons plus voir un magasin avec 36 mois d'arriéré. Nous n'allons plus voir des bouts avec 48 mois d'arriéré. Nous n'allons plus voir des États qui sont là, qui n'ont jamais payé des taxes. Parce que tout cela, je pense que NTA a fait le point pour ramasser tout ça et qu'on comprenne que ce qui est découvert aujourd'hui à Bamako peut être décuplé si réellement chacun s'y met. De retour sur le plateau, Kébé, le maire du district l'a mentionné, 11 à 12 milliards en termes d'évasion fiscale chaque année. Est-ce que NTA aujourd'hui est la meilleure solution pour révolutionner cette tendance? Certainement qu'il existe d'autres solutions, mais NTA peut être justement, comme on a dit, une belle opportunité pour la mairie. Peut-être pas d'avoir les 11-12 milliards, mais au moins de récolter une bonne partie de cette fiscalité-là qui peut lui permettre de penser au développement du district de Bamako. Dans ce reportage, moi, je vais peut-être retenir un autre élément. Cette question, au-delà de l'évasion, c'est cette question de civisme fiscal. Pourquoi est-ce que nous ne payons pas nos taxes? La question peut être posée à ce niveau-là. Tant qu'on ne répondra pas à cette question, NTA aura beau développer les technologies qu'elle veut, elle ne pourra pas recouvrer toutes les taxes de Bamako. Donc, certainement qu'il y a un travail à faire à ce niveau aussi pour que les Maliens s'intéressent de plus en plus à payer de façon volontaire leurs taxes, qu'il n'y ait pas de police derrière pour demander à ce que les gens payent leurs taxes. Sans ce travail de sensibilisation, sans ce travail de compréhension de la nécessité de payer des taxes, on aura développé toutes les technologies qu'il faut. On ne pourra pas atteindre l'objectif que le maire s'est fixé. Alors Omar, est-ce que vous avez remarqué un lien entre Korokanfou et le logiciel de NTA? Alors, évidemment, c'est toutes deux des plateformes qui utilisent la technologie pour répondre à des besoins et à des difficultés de notre société. Et ceci est extrêmement important pour nous et pour l'ensemble de la population, comme vous l'avez dit, le civisme fiscal qui permettrait d'augmenter les revenus à la fois des collectivités locales et de l'État, si on regarde sur un plan un peu plus large. Et peut-être que cela permettrait même à ce niveau-là aux États, à la fois à l'État et aux collectivités locales, d'investir un peu plus dans la culture, qui est aujourd'hui le parent pauvre, malheureusement, de toutes les politiques budgétaires actuelles dans le pays. Merci Oumar. On me signale que le temps qui nous était imparti est presque arrivé à terme. Nous allons accélérer avec Kébé sur une autre dimension, notamment Maliwood. Kébé qui a écrit un article dans la revue Agriculture, un article dans lequel tu nous parles de Maliwood. Alors Kébé, Maliwood, une réalité ou une utopie? Pour l'instant, Maliwood est un rêve. Le rêve de tous les cinéastes. Aujourd'hui, quand on a l'exemple de ce que fait le Nigeria avec Nollywood, on peut se permettre justement de rêver à Maliwood, d'autant plus qu'on est conscient de la qualité des acteurs de ce domaine-là, de leur professionnalisme et de leur inventivité. Donc l'article, c'était juste un parallèle qu'on faisait avec le Nigeria. Quelles sont les politiques développées par le Nigeria pour arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce que nous, au Mali, on peut mettre en place pour arriver à ce niveau-là? Bien entendu, on fait un récapitulatif de ce qui existe déjà. On a parlé du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. On sait que le Centre national de cinématographie travaille beaucoup à ça. On sait aussi qu'il y a beaucoup de structures de production qui se créent de plus en plus. Donc, ce qui veut dire que les gens ont conscience de la valeur à la fois économique, mais aussi, j'ai envie de dire, socio-culturelle du cinéma au Mali. Donc, l'idée est vraiment à ce niveau-là. Pas forcément de faire du copier-coller de ce que Nollywood fait, de ce que le Nigeria fait, mais de faire quelque chose qui soit représentatif véritablement du Mali, en termes de valeur, mais aussi en termes de modèle économique. Parce qu'il pourra me compléter là-dessus, le Nigeria était beaucoup plus dans une
logique de production à outrance. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Ils reviennent un peu à beaucoup plus de production de qualité. Donc, au niveau du Mali, qu'est-ce que nous faisons? On n'a pas encore cette vision-là. Est-ce que nous allons sur de la production à tout va ou est-ce que nous allons sur une sélection de bonnes productions qui peuvent nous vendre au niveau mondial? Alors, Omar Nogoshi, le film de Toumani Sangaré a été projeté avant-hier, en avant-première. Vous étiez dans la salle. Commentaire sur ce projet, Omar? Oui, bien sûr. Ce film est une très grosse production à la malienne. Et comme tous ceux qui étaient dans la salle, nous avons été ravis de voir la qualité de la production qui nous a été présentée. Toumani est un jeune cinéaste parmi nous et voir qu'il ait réussi à porter ce projet jusqu'à terme est très réconfortant. Ça veut dire que nous avons des talents, que nous avons et de l'espoir pour pouvoir en faire un certain nombre. Et comme le nom Nogoshi l'indique, pour rebondir sur ce que M. Kébé disait, j'espère que nous trouverons un terme peut-être plus local pour définir Mali-Oud, autre que Mali-Oud. C'est la raison pour laquelle également le choix même s'est porté sur Kourou Kanfou qui fait référence à Kourou Kanfou. Je pense qu'il est maintenant temps aussi que nous reprenions cette partie-là de notre culture. Absolument. Kébé était également dans la salle. J'avais quelques radars qui m'ont signalé à un moment qu'il dormait. Je suppose que Kébé a eu le temps de suivre quelques parties, quelques extraits. Commentaires? Bon, il faut croire que vos radars ne sont pas de très bonne qualité parce que le film que nous avons vu était de haute facture et ne pouvait permettre à personne de fermer l'œil une seule seconde. Et je dois dire que ce film était de très très bonne qualité. Un film dont on peut être fier en tant que Malien parce que Toumani et son équipe, une équipe de jeunes, ont travaillé vraiment à nous rendre non seulement des éléments sur notre culture, mais des éléments esthétiques qui pouvaient nous donner envie, comme disait tout à l'heure M. Sinenta, de revenir à cette culture-là. Je conseille d'aller voir le film. Je pense que la sortie est pour le 10 octobre, la sortie grand public. Donc, je conseille véritablement à tout le monde d'aller le voir. Alors, félicitations à Toumani et tout son staff pour cette belle production qui va permettre de raconter le Mali autrement sur les plus grands festivals. Merci à toi, Omar Sinenta. Merci également à toi, Kébé. Merci beaucoup. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, vous qui suivez et commentez cette émission à chaque fois que nous la produisons. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Médine.